Alors, nous allons reprendre notre après-midi et consacrer cette deuxième partie de la journée à une table ronde autour de 3 revues emblématiques théâtrales et sur les écritures théâtrales. Donc, nous allons parler avec Michel Cochet de La Récolte, qui en est à son 3e numéro. Nous allons parler avec Frédéric Vossier de Parage, qui en est à son dernier numéro. On est en train de finaliser le 12e, oui, Le qui sera le 12e, dernier. qui sera le dernier. Et la revue Friction, qui en est à sa 20e... non, plus. 34, combien 34. Il y a 35 numéros, mais 35. il y a des hors-séries, il y a plein de choses autour. C'est ça. Donc le vétéran, voilà, la revue Friction. Je vous dis un mot sur les périodiques Art du spectacle très rapidement. Ce sont des objets très précieux pour documenter la vie des arts du spectacle en général, et plus particulièrement les écritures contemporaines. Les revues de théâtre sont des objets éphémères et parfois très fragiles, parce que ce sont des objets qui dépendent d'un système économique qui est souvent très difficile. Alors, c'est pour ça que j'ai vraiment plaisir à vous recevoir et à discuter avec vous de ces objets, qui sont la mémoire du théâtre en train de se faire, qui couvrent l'actualité et qui donnent une place prépondérante aux auteurs d'aujourd'hui. C'est ça la particularité qui relie vos trois revues. On peut parler ensemble peut-être de la façon dont se sont constituées, comment sont nées ces revues, déjà pour présenter et établir un peu un contexte. Je vous donne peut-être la parole, Michel, pour nous expliquer l'aventure de La Récolte. Oui. D'où ça vient, comment s'est constitué le comité de lecture, comment ça fonctionne, La Récolte. Alors, le projet de La Récolte est né à l'initiative d'un auteur qui s'appelle Simon Grandjean, qui avait eu proposition d'une maison d'édition en Normandie qui s'appelle les Éditions Passage de consacrer, une publication aux écritures nouvelles. Alors, Simon Grandjean était à l'époque le responsable du comité de lecture du Pentathéâtre, qui n'existe plus actuellement, mais qui a été repris et transféré au sein de la Comédie de Caen. Donc Simon en est toujours le responsable, donc il assure cette pérennité-là. Alors plutôt que faire de l'édition d'écriture théâtrale, étant lui-même responsable d'un comité de lecture, il a pensé à fédérer, un ensemble de comités de lecture qui pouvaient trouver une économie, une équivalence dans le fait qu'ils étaient plus ou moins indépendants, en tout cas, qu'il y avait une activité extrêmement militante autour des écritures, de repérage, de lecture et d'accompagnement des auteurs d'aujourd'hui, pour constituer une revue, un outil qui permettrait aux nouveaux auteurs et aux nouvelles autrices de théâtre de partir à la conquête d'un lectorat dont ils étaient en grande partie privés. Donc c'est ça, à la base, la philosophie de cette revue, c'est de fédérer, donc ça s'appelle la revue des comités de lecture. Donc l'idée est de fédérer un ensemble de comités de lecture autonomes, travaillant chacun à leur endroit et en plus sur à peu près la globalité du territoire national. Il y a eu 7 comités qui ont été invités à constituer le premier comité de rédaction du premier numéro, avec pour principe à chaque numéro, donc ces comités avaient dès le départ pour vocation d'être permanents dans l'aventure, et à chaque numéro on laissait la place à un 8e comité invité pour proposer un texte de théâtre. Donc l'idée, c'est que chaque comité propose pour la publication du numéro une autrice ou un auteur de théâtre à découvrir qui ne soit pas a priori édité, puisque l'idée, c'est de compléter le marché de l'édition par ces possibles découvertes. Un auteur ou une autrice émergente, qu'on pourrait dire aujourd'hui, et dont on pouvait estimer le parcours, prometteur, et pouvant s'inscrire dans la durée. Voilà. Pour ce qui est de constitution, alors je peux nommer les comités en question, ça me paraît important, parce que moi je ne m'occupe pas personnellement de la revue. Il y a 2 personnes qui sont plus particulièrement responsables, qui sont Simon Grandjean, donc, et Élise Blaché, qui est ma très précieuse collaboratrice au sein du collectif À Mots Découverts, que je dirige moi-même.
Donc il y a le collectif à mots découvert, donc, qui se constitue en comité de lecture. Il y a maintenant la comédie de Caen ex-Pantathéâtre. Il y a le 3e bureau à Grenoble. Il y a le comité de lecture du théâtre de la Tête Noire à Saran, près d'Orléans. Et je vais prendre mes lunettes. Il y a eu pour le premier numéro le comité de lecture du Tarmac, qui n'existe hélas plus à l'heure qu'il est, mais que le même comité a rené de ses cendres, puisque c'est aujourd'hui un comité qui est hébergé, abrité par le théâtre des Quartiers d'Ivry, sous la direction de Nasser Djemaï, et qui s'appelle Quartier des auteurs. Et nous espérons évidemment collaborer avec eux très prochainement. Et ensuite, alors, il y a aussi un jeune comité de lecture qui s'appelle Jeunes Textes en Liberté, qui travaille sur la diversité, comme on dit aujourd'hui. Voilà. Alors ensuite, sont venus nous rejoindre, puisque le Tarmac a disparu, un jeune comité de lecture aussi qui est sur Montpellier, qui s'appelle Texte en cours, et qui accompagne les auteurs dans l'écriture de leurs textes. Et nous avons aussi... il y a eu aussi le comité de lecture du théâtre de l'éphémère à Moment, merci. Voilà, donc aujourd'hui la direction a rendu son tablier, donc le comité, je pense, va disparaître. Et pour le 4e numéro à paraître en juillet, donc c'est associé à nous, la Maison des auteurs liée au Festival des Francophonies à Limoges. Voilà. Là, c'est intéressant parce que finalement, la revue, elle crée aussi un maillage territorial entre divers comités de lecture. Absolument, le principe, c'est la mutualisation. Et puis de rendre aussi, valoriser le travail des comités de lecture tout simplement, et de rendre visible tout ce travail souterrain de repérage et de lecture des textes. Voilà. Alors chaque comité évidemment fait proposition au départ de 2 textes, 2 auteurs, ensuite tout ça est lu par tous les partenaires et on se décide sur un choix final de 8 textes, 7 proposés par les comités partenaires permanents et puis le comité invité. Donc pour le 3e numéro, le dernier qui est à la vente, c'est le comité des écrivains associés du théâtre jeunesse. Je me tourne vers Frédéric. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de la naissance de Parage, qui est l'histoire d'une collaboration ici et qui cette fois est une revue liée à un théâtre? Alors c'est lié à un théâtre. C'est lié à une personnalité artistique qui est Stanislas Nordet. C'est-à-dire que Nordet prend la direction du TNS en 2015. Il a pour cet établissement-là un projet exclusivement orienté vers les écritures contemporaines. Donc il met en place plusieurs dispositifs. Je ne vais pas tous les énumérer, là il s'agit de Parage. Mais il tenait absolument à ce qu'il y ait une revue qui soit consacrée aux écritures. Et par rapport à tous ces dispositifs, ce qu'il voulait aussi, surtout, c'était qu'il y ait dans cette grosse maison, c'est-à-dire que c'est un théâtre national, donc c'est une grosse maison, c'est une grosse institution historique, et il tenait absolument à ce qu'il y ait un auteur vivant dans les murs à titre de permanent. Donc il m'a proposé d'intégrer cette maison avec lui et de piloter l'ensemble des dispositifs et des missions qui étaient consacrés aux auteurs contemporains, dont la revue Parage. Donc au début, je ne savais pas que ça allait s'appeler Parage, mais voilà, il m'a confié cette mission. Donc c'est vrai que c'est une revue qui a le bénéfice d'une institution qui a de l'argent pour que ça soit quelque chose de, si vous voulez, d'assez large, c'est-à-dire d'assez confortable, qu'on puisse aller jusqu'au bout du projet qu'on avait pour défendre les écritures contemporaines. Donc, pour la définir, c'est une revue exclusivement consacrée aux auteurs contemporains. C'est une revue de réflexion et de création. Pourquoi Parage? Parce que, d'une certaine manière, l'auteur dramatique ou l'autrice dramatique, c'est un être des parages. Vous avez un texte de Derrida comme ça qui parle des parages de la métaphysique. Il y avait quand même cette idée d'avoir Derrida pas loin dans cette idée que... voilà, c'est-à-dire que quand on regarde un spectacle, quand on voit une création, on a des comédiens, on a un décor, il y a un texte, mais je veux dire, le texte en lui-même vient des parages, il a été écrit dans les parages, on ne sait jamais trop où se situe un auteur. Et c'était Parage, d'une certaine manière, c'était
de voyager dans ces parages-là. Qui sont ces auteurs et ces autrices? Où sont-ils? Où sont-elles? Comment fabriquent-ils et fabriquent-elles leur écriture? Il y avait l'idée aussi de ce que dit Jean-Luc Nancy sur l'être singulier pluriel, c'est-à-dire qu'on voulait composer un ensemble de contributions qui soit un ensemble de singularités, hein, et chaque singularité est toujours au pluriel. C'est-à-dire, finalement, composer un paysage d'un moment, hein, c'est-à-dire que voilà, on a fondé la revue en 2015, on pensait partir du TNS en laissant 10 numéros, on en laisse finalement 12, et ces 12 numéros sont un peu une photographie du paysage de l'écriture contemporaine. Puisque, comme je le disais, le 12e va sortir en juin, et ça sera le dernier. Et puis la troisième référence, Derrida, Jean-Luc Nancy, la troisième référence était Maurice Blanchot, avec une expression qui est assez paradoxale, mais qui est très belle en même temps, et qui est très excitante pour penser une revue. C'est les amants sont ensemble, mais pas encore. Et fonder une revue, pratiquer une revue, c'est être dans un acte de peuplement, et c'est de composer ce peuplement au fil du temps, de façon imprévisible, aléatoire, de façon émergente, si vous voulez. Hein. C'est-à-dire que, voilà, il y a quelqu'un qui a une idée, à partir de cette idée, il y a une constellation de singularités qui va émerger, et Parage a été pratiqué et conçu de cette manière-là. Pas de rubrique, on était contre les rubriques. C'est-à-dire que Parage, c'est un peu pensé avec et contre les cahiers de Prospero, qui avait été la revue des années 90, la revue des auteurs des années 90, pilotée par Michel Azama, dans laquelle il y avait Eugène Durif, et Philippe Ignana, Roland Fichet, hein, il y avait Noël Renaud, et oui, Gabili, ouais. Et ça a dû être sympa avec Gabili, je pense. Et il y avait quelque chose qui était de l'ordre du rubricage, avec d'ailleurs des titres de rubriques qui étaient très beaux, enfin très poétiques. Et nous, on était plutôt contre ça. Quand je dis pour les cahiers de Prospero, c'est pour continuer quelque chose qui avait disparu. Mais quand je dis contre, c'est qu'on était contre la thématique et le rubricage. Et il y a un deuxième élément très important pour nous, c'était d'échapper au cloisonnisme, c'est-à-dire une revue consacrée aux auteurs contemporains, mais qui puisse faire appel aussi à des actrices, des acteurs, des metteurs en scène, des chercheuses, des chercheurs, que ce ne soit pas simplement le point de vue, pas de corporatisme, que ce ne soit pas le point de vue de l'auteur sur l'auteur, qui est aussi, quand je parlais du singulier pluriel, c'est que cette singularisation, elle est forcément portée aussi par une actrice ou un acteur qui a éprouvé un texte contemporain, des chercheurs, des chercheuses dont c'est la vocation de comprendre ce qui s'écrit aujourd'hui. Et voilà, c'était d'élargir la galaxie. C'est-à-dire que l'auteur et l'autrice sont au centre, mais les prises de position ou les places occupées pour écrire vont bien au-delà. Des éditeurs, des éditrices, des producteurs, des productrices, des directeurs de festivals, enfin bref, c'est vraiment essayer de parcourir tout le paysage de ce champ dramatique. Si je peux apporter peut-être une précision, ce qui est important aussi, étant donné que c'est une revue qui est liée à un théâtre, c'est qu'elle n'est pas liée à la programmation du théâtre. Ouais. C'est important de le préciser, important. Sauf le dernier numéro qui va rassembler un peu en hommage, voilà, qui est lié du coup à la programmation du TNS. Mais c'est important de le préciser quand même que c'est pas une revue d'auto-promotion de la programmation du TNS. Non, c'était une règle aussi de départ. Et pas facile à négocier avec l'établissement, parce que dans l'établissement, vous avez une équipe de permanents, et ils travaillent sur les spectacles, donc c'est vrai que d'une certaine manière, il faut quand même que la chose soit plutôt cohérente. Mais Stanislas Nordet souhaitait absolument que la revue soit indépendante de la programmation, et qu'elle soit indépendante tout court. C'est-à-dire que, même si elle n'était pas financièrement, si vous voulez, d'un théâtre national, mais après,
On se dit c'est un théâtre national, donc le national, l'étatique entre guillemets, doit pouvoir financer des activités qui sont autonomes, quoi, qui sont indépendantes hein, que ce soit de la rentabilité du marché, ou voire même de l'État, si l'État est idéologiquement constitué. Quoi. Enfin, voilà. Ce qui n'a pas été une mince affaire, parce qu'il a aussi demandé au sein de l'établissement que ce soit le seul objet rédactionnel qui ne soit pas contrôlé par le service de la communication. Ce qui est pas rien, parce que vous avez dans tous les théâtres, vous avez un service de com, et qui a des missions, des prescriptions, des injonctions, hein, pas mal d'injonctions quand même, parce que transmettre un message, je veux dire, c'est politique, et voilà. Donc ça, c'était vraiment la liberté, si vous voulez, c'est-à-dire singulier pluriel et liberté d'expression de l'auteur, de l'autrice, et après échange avec l'auteur ou l'autrice pour trouver la forme d'expression qui lui convient le mieux pour écrire, tout en étant, je veux dire, animé par l'idée de créer quelque chose. Puis l'espace de la rencontre. Ce qui a été important aussi pour Parage, c'est qu'il y ait des rencontres qui puissent se faire entre artistes, entre auteurs, entre... Je pense que Jean-Pierre, tu es un petit peu sur enfin, il y a des choses qu'on entend là qui font le fondement de Friction, enfin son essence propre. Tout à fait. L'indépendance, m'a retiré les mots de la bouche. Alors, cela dit, moi j'ai l'impression maintenant d'être très très vieux, parce que Friction est né à la fin du XXe siècle. Donc, voilà. Donc, ce qui fait qu'effectivement, depuis, on a sorti un certain nombre de numéros. Mais contrairement à nos deux amis ici présents, moi je ne suis pas axé, enfin la revue n'est pas axée entièrement sur les écritures contemporaines. Même si le sous-titre nous renvoie bien évidemment aux écritures. Le sous-titre, c'est théâtre au pluriel / écriture au pluriel. Et d'ailleurs, ça s'est vu immédiatement de la composition du comité de rédaction, puisque dans ce comité de rédaction, il y avait bien évidemment un auteur qui est toujours là et qui est même ici présent, c'est Eugène Durif, mais il y avait également donc un metteur en scène, Robert Cantarella. Il y avait également d'ailleurs un cinéaste qui était André Labarthe, qui nous a malheureusement quittés. Voilà. Ça c'était le noyau de base. Donc c'est pour vous dire que effectivement on s'est intéressé immédiatement d'ailleurs à tout ce qui est écriture et tout ce qui était émergent d'ailleurs pour une grande part, mais également à tout ce qui concerne les arts de la scène, bien évidemment, la mise en scène, et notamment ce qui concerne, comment dire, tout ce qui concerne, ça y est, je perds mes mots, vous voyez, l'émotion, tout à coup, ça c'est le grand âge, la formation à la mise en scène, qui était un des dadas de Robert Cantarella, parce que cette revue, je l'ai créée au départ avec lui. Nous étions deux, et nous avions d'ailleurs, juste quelques années avant, créé une maison d'édition qui avait publié 3 ouvrages théoriques, je dirais, et même historiques, puisqu'il y a le fameux ouvrage de Bec de Fouquier, que personne ne trouvait, que tout le monde citait, mais que personne ne pouvait lire dans son intégralité, sur l'art de la mise en scène, justement. C'est le premier ouvrage qui parle de ça, de l'art de la mise en scène, alors que l'ouvrage est écrit dans les années 1880. Et puis on a sorti deux autres bouquins, donc voilà, ça c'était. Et puis on a enchaîné donc sur la création de cette revue, assez particulière, parce que là aussi, moi, j'aime bien, parce que Frédéric nous expliquait tout à l'heure ce qu'il ne voulait pas que la revue soit, la seule Parage. Moi je vais vous dire ce que nous n'avons pas voulu que Friction soit, c'est-à-dire surtout pas une revue comme, je dirais, de journaliste. Il ne s'agissait pas pour nous de suivre de l'actualité, de rendre compte des spectacles qui venaient de se donner, ou de parler de tel metteur en scène qui était un peu en vogue. C'était pas ça du tout notre projet. Et par ailleurs, pourquoi Friction? Simplement, bon, ça c'est évidemment notre mauvais esprit, mais nous pensons que tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil dans le beau monde du théâtre. Donc on était prêts à batailler, si je puis dire, et à essayer d'imposer, justement, puisqu'on parle des auteurs, parlons des auteurs, mais essayer d'imposer les auteurs qui nous intéressaient d'ailleurs à l'époque. D'ailleurs, juste une petite anecdote
à cet égard, c'est que dans le premier numéro donc fin XXe siècle, je sors un texte, d'ailleurs traduit par Michel Simoneau et moi-même, on sort des textes de Rodrigo Garcia, dont nous nous sommes séparés ensuite très vite. Mais bon, je me suis fait insulter par des petits camarades de la presse qui m'ont dit « mais c'est quoi cette merde ?» Voilà. Ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est que 2-3 ans après, les mêmes camarades consacraient des pages entières dans leur support sur le fameux Rodrigo Garcia. Donc voilà. Et dans le même numéro, d'ailleurs, il n'était pas encore connu, il était un peu connu quand même, mais il y avait des textes de Wajdi Mouawad, déjà, voilà, que nous avons suivis par la suite. Alors voilà, on a toujours cet œil braqué sur ce qui est émergent. Par ailleurs, on a voulu également ouvrir un peu les frontières closes du théâtro-théâtral, je dirais, ce qui m'a permis, nous sommes autorisés à publier des textes qui n'étaient pas qualifiés de textes de théâtre. J'ai comme ça publié un texte et une nouvelle. Je cite toujours cette anecdote parce que pour moi elle est emblématique. Elle est surtout emblématique de ce que nous voulions faire. J'ai publié une nouvelle d'un auteur argentin dont évidemment j'ai oublié le nom, et ça vous me pardonnerez. C'est une nouvelle extraordinaire d'un auteur argentin qui est mort, qui vivait en Espagne. Je publie ce texte, cette nouvelle, et 4 ans après, Mathias Langhoff la met en scène. Et ça, j'étais vraiment heureux de ce coup, parce qu'il l'avait lu effectivement dans la revue. Et je trouve que c'est une manière, au fond, d'abattre ces frontières entre différents secteurs des écritures. Et ça, je trouvais ça intéressant. Alors, au fil du temps, parce que je ne vais pas m'étendre sur les 20 ans, les 25 ans d'existence, mais au fil du temps, effectivement, je m'aperçois, mais ça, c'est peut-être, c'est peut-être aussi l'évolution de l'activité théâtrale qui veut ça. Je me suis rendu compte que nous publions de plus en plus de textes d'auteurs, que nous accompagnons le mieux possible. Il y en a quelques-uns ici, d'ailleurs, il y en a dans la salle. Je ne parle même pas d'Eugène, bien évidemment, qui a toujours toute sa place. Mais bon, il y a Philippe Malone, d'ailleurs, il y a Paloma Hidalgo qui est présente, Cluny Galéa, je l'ai publié. Et d'ailleurs, son spectacle était remarquable, Au bord, qui a été créé justement par Stanislas. C'est nous qui l'avons publié en premier. Ça n'a été signalé nulle part lors de la réédition, de l'édition normale du texte. Il n'y a pas eu la moindre ligne pour dire que le texte avait été publié dans une revue 3-4 ans avant. D'ailleurs, même topo d'ailleurs. Je rigole parce que Philippe est là, mais pour Sweetie que j'ai publié, qui a été ensuite publié par la même maison d'édition, il n'a jamais été question du fait que ça avait été publié dans la revue Friction. Ce que je regrette évidemment, et c'est pour ça que je me cite cette anecdote. Mais voilà, on est un peu... Bon, ça se passe ainsi. Non, mais c'est vrai que les revuistes prennent des risques. C'est presque finalement l'engagement. Enfin, il y a toujours une forme d'engagement aussi à travers les choix éditoriaux qui sont portés par une revue. On a accueilli là, il y a un instant, Valère Novarina. C'est la revue TXT que dirige Prigent. Donc voilà. Christian Prigent sera là demain. Voilà, exactement. Donc c'est le même parcours. Donc en fait, cette veille et cette attention à ces auteurs émergents ou qui n'arrivent pas à se faire publier ailleurs, parce qu'il y a peut-être aussi ça, enfin peut-être aussi vers les comités de lecture, il y a peut-être ce travail-là aussi d'ouvrir un autre chemin que celui qui est fermé du côté des maisons d'édition qui ont place publique, qui sont sur la place publique, peut-être via les comités de lecture. Alors, répondre à cette question, oui, telle que vous la posez, c'est un peu délicat parce qu'il n'y a pas de mise en... On ne part pas au combat contre les maisons d'édition avec cette revue. Proposer une autre voie c'est-à-dire que tout simplement, on fait on part d'abord des coups de cœur de chacun des comités, des textes et des auteurs qu'on a envie de défendre, et puis après on voit celles et ceux qui sont édités, où on passe de lettres, donc ça en élimine certains, et on laisse évidemment l'espace de cette revue
à celles et ceux qui n'ont pas encore cette chance d'être édités. Je ne pense pas qu'il y ait particulièrement, mais ce serait un débat sans doute, de parcours, de profil d'auteurs qui passeraient intégralement sous les radars et structurellement des maisons, des éditeurs. Tout reste possible. Donc nous, il ne s'agit pas de défendre soi-disant une esthétique d'écriture qui ne serait pas prise en charge par les éditeurs. On n'est pas du tout dans cette dialectique, dans cette... il n'y a pas de ligne comme ça de combat ou d'affrontement qui peut se dessiner. Voilà. Nous, on est simplement une chance ou un espace de publication et de possibles découvertes, surtout pour les lecteurs, parce que le théâtre se débrouille comme il peut et plutôt bien en termes de public hein, pour les salles, mais l'édition théâtrale en termes de lectorat quand même est très à la ramasse. Et le théâtre qui s'écrit manque singulièrement de lectrices et de lecteurs en France. C'est ça la question. Hormis les personnes concernées qui ont un intérêt particulier en cadre d'une recherche de production, de création, etc. Ou alors dans le cadre universitaire ou de passionnés. Moi, personnellement, j'ai rencontré une seule personne dans ma vie, mais j'aurais dû la prendre en photo parce que qui m'a déclaré que c'était un homme qui me déclarait lire du théâtre contemporain, même pas les classiques, mais enfin lire du théâtre d'aujourd'hui par passion, mais uniquement par le biais de la lecture, effectivement, de l'édition. Je n'ai rencontré qu'une seule personne tenant ce discours, Ah donc oui, ça donne la mesure de la surface du lectorat. Donc c'est un petit peu à notre mesure aussi, outre le fait de valoriser effectivement et de trouver des débouchés aussi pour notre travail à nous, comité de lecture, de défense des auteurs, de pouvoir permettre une plus grande surface aussi de découverte à ceux qui ont envie de lire du théâtre. Voilà. Alors, tout ce que racontait Frédéric, évidemment, me donne envie, mais peut-être on y reviendra plus tard pour parler un petit peu aussi du projet éditorial de la revue, puisque j'ai évoqué la manière dont tout ça s'est construit. Disons, il ne s'agit pas... Il y a un effet vitrine, une volonté, effectivement, de promotion de ces auteurs et de ces textes, mais on a quand même rejoint, me semble-t-il, un projet éditorial en tant que tel, dans la mesure où on propose pour chaque texte et pour chaque auteur, non seulement de très larges extraits qui permettent vraiment de s'immerger dans l'écriture, mais aussi sous forme de cahier, c'est-à-dire, comme tu disais Frédéric, de ne pas solliciter simplement celles et ceux qui écrivent du théâtre pour parler d'eux-mêmes. Il y a une recherche de mise en dialogue aussi des auteurs entre eux, puisqu'on aime bien publier des entretiens de l'autrice présentée ou de l'auteur par des amis pour que se croisent comme ça des questionnements autour de l'écriture par celles et ceux qui la pratiquent, mais également on est allé chercher la parole de scientifiques, de chercheurs, d'universitaires, de toute personne qui puisse donner une résonance aussi, de pouvoir ouvrir des perspectives sur la pièce dont il est question, et souvent aussi sans l'avoir lu et connaître le travail de l'auteur auparavant. Donc ce qui nous semble important, je me souviens avoir travaillé sur un projet de création avec Gérard Noiriel, que vous connaissez sans doute ici, qui est historien, et qui déplorait l'espèce de fossé entre les sciences sociales en France et l'activité théâtrale proprement dite, avec le sentiment que l'écriture puisait assez peu aux sources justement des travaux scientifiques qui étaient menés dans le cadre universitaire. Bon, avec le théâtre documentaire et toutes les nouvelles formes d'écriture, ça c'est peut-être, ce fossé s'est un peu comblé, mais néanmoins, moi j'ai toujours été sensible à ça, effectivement. Il me semble important, disons, j'ai l'impression que Roland Barthes est le dernier philosophe à véritablement avoir écrit quelque chose sur le théâtre. Il y a un déficit, en tout cas, mais je dis des bêtises sûrement. Rancière, oh oui, pardon, merci, absolument, Jacques Rancière, voilà. Petite baffe mentale. Bon, donc, voilà, mais néanmoins, les différentes maisons communiquent pas vraiment, et je pense que c'est un déficit aussi pour ce qui s'écrit au théâtre, d'aller puiser dans cette pensée-là, vivante.
Voilà, à notre mesure, on est allé chercher la parole de scientifiques aussi pour pouvoir réagir. Le théâtre raconte ça aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez en gros? Voilà. Et alors, donc il y a ces articles-là aussi, et puis aussi ce qui nous a semblé extrêmement important, c'est de pouvoir solliciter les auteurs pour proposer aussi un imaginaire iconographique qui soit lié à leur univers d'écriture. Et c'est quelque chose qu'on oublie assez régulièrement. C'est-à-dire que dans chaque cahier, il y a une proposition de la part des autrices et des auteurs, ou alors du comité, si l'autrice ou l'auteur se déclare défaillant en proposition, mais néanmoins pour pouvoir confronter l'univers d'écriture ou le valoriser par le travail photographique, par un travail photographique, par le travail d'un plasticien, d'une plasticienne, d'un peintre, ou alors aller chercher vers de nouvelles formes graphiques ou plasticiennes, qui seraient par exemple la bande dessinée. Et c'est là où on s'aperçoit que la nouvelle génération d'auteurs a un spectre, disons, imaginaire au niveau des différentes cultures qui alimentent leur travail, qui est bien plus large et bien plus riche, hein, bien plus surprenant que ce qu'on peut imaginer. Donc voilà, c'est une des richesses qu'on défend à l'intérieur de cette revue, outre le fait que aussi on a une tribune ou un édito qui est aussi confié à soit un groupe d'auteurs. Pour ce numéro, c'était Pauline Perrat, je crois, avec Magali Mougère, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça. On avait eu le groupe Pétrole, le groupe collectif, comment on dit? Le groupe Pétrole, voilà. Pour le premier numéro, et le second, c'était, je ne sais plus. Bon, bref, vous avez les exemplaires sur la table à l'extérieur. Je crois que j'ai tout dit, en gros, pour vous donner envie, j'espère. Je peux rebondir sur ce que Oui, vous venez d'évoquer, c'est-à-dire la partie graphique, ou même la charte graphique des revues. C'est vrai que l'illustration a une place extrêmement importante, et dans le choix des illustrations, je sais pas, peut-être Jean-Pierre et puis Frédéric, sur les choix qui sont faits. Alors, dans Friction, c'est pas nécessairement l'univers d'un auteur qui vient accompagner. Pas forcément. En tout cas, il ne s'agit absolument pas d'une illustration, par exemple, d'un spectacle. On ne va pas mettre une photo d'un spectacle. Nous aussi, on a refusé catégoriquement de mettre complètement à côté des de ça. Spectacles. Voilà, on essaie quand même. C'est ce genre de... Là, vous êtes un petit peu loin, mais tous les ouvrages sont à l'extérieur, vous pourrez les feuilleter de toute façon. Et vas-y, Jean-Pierre, je ne veux pas te couper, c'était juste pour montrer le... J'essaye à chaque fois d'ailleurs de demander à un artiste de parcourir éventuellement tout le numéro. J'ai publié comme ça dernièrement les tableaux de Bruno Beugelin, que je trouve assez extraordinaire. Alors effectivement, ça ne correspond pas forcément à l'univers d'un auteur, mais en tout cas, j'ai trouvé ça intéressant de le lui demander. Et de même que là, j'attends, après avoir vu d'ailleurs Bruno Messa à Strasbourg, j'ai pu rediscuter avec lui, je lui ai demandé justement Bruno Messa écrit, mais il fait des photographies. Donc, en principe, il devrait faire un portfolio sur l'un des prochains numéros. On demande toujours un artiste, finalement, pas forcément d'ailleurs de théâtre, vraiment, on demande toujours un artiste. Oui, un plasticien. C'est intéressant souvent de voir les auteurs à l'œuvre. Pardon ? Plus fort. Ah oui, je dis, c'est toujours surprenant de voir les auteurs à l'œuvre dans un autre domaine que l'écriture. Oui, ça, je trouve que c'est une excellente idée. Et notamment sur le dessin, par exemple, mais sur la BD. Vous parlez de BD, et effectivement, il y a des choses très, très intéressantes. Et nous, dans Parage, c'est la même démarche. Enfin, il y en a deux, trois, mais la première, c'est de proposer au contributeur ou à la contributrice d'accompagner sa contribution de visuel, quel qu'il soit. C'est arrivé même qu'il y ait par exemple, Pauline Perrat et Éric Noël ont composé un texte à deux, et ils ont fait appel à un dessinateur qui a dessiné en écho à ce qu'ils ont écrit, tous les deux, et le dessin était vraiment organiquement lié à l'acte d'écriture. C'était vraiment une très belle contribution. Et puis, il y a aussi Jean-Louis Fernandez, qui est le photographe associé du TNS, et qui fait des portfolios pour la revue, quand il s'agit d'un focus, notamment sur Martin Krimp. On a fait un focus photographique sur Martin Krimp.
ou un numéro spécial sur Théâtre Ouvert, il est allé photographier Théâtre Ouvert. Philippe Malone, ici présent, il a photographié Claudine Galéa pour sa monographie. On a consacré une monographie pour les 4 auteurs, autrices associées. Et Philippe est photographe. Et Philippe est photographe, et il a même photographié... qui a contribué aussi au 3e numéro de La Récolte. Voilà. Ouais, il est partout. Donc il écrit et il photographie. Donc voilà, il y a les... c'est pareil, hein, qu'on attache beaucoup d'importance aussi à la place du visuel pour vraiment que la revue ait une beauté, une esthétique, et puis quelque chose de vivant, qui accompagne les... Enfin, c'est plus qu'un accompagnement en plus, hein, c'est vraiment... Par moments, c'est vraiment un dialogue, un échange avec l'écriture. Ouais. Voilà. J'ai une question. Alors, Jean-Pierre, peut-être on peut en reparler aussi, mais surtout sur les deux, sur la récolte et parage. Pourquoi le choix du papier, du format papier? Parce que là, depuis je sais pas, disons une vingtaine d'années, le format numérique pour les revues, c'est presque devenu un standard. Parce qu'évidemment, pour les coûts que représente une revue papier, voilà, ça abaisse évidemment le coût de fabrication, voire de diffusion. Hein, maintenant, en open access, on peut avoir beaucoup de revues. Et puis Jean-Pierre, la même question. Tu aurais pu passer aussi à un format Oui, numérique. il aurait fallu que je passe. C'est le fait de passer qui m'a retenu. Mais c'est vrai qu'il y a 20 ans, non. Ouais, c'est ça. Il n'en était pas encore question. Et pour de toute façon, je m'y refuse. Alors, oui. Voilà. Oui, il en C'est est la question, en tout ouais. cas. C'est à l'étude. Hein, ça va sortir, je dirais. Mm. C'est-à-dire qu'il va y avoir aussi un prolongement numérique de la revue qui n'a pas pour vocation de reproduire ou d'archiver le contenu des revues existantes en ligne, mais au contraire de le compléter. Donc tout ça est l'étude. Je vous avoue, je ne suis pas totalement dans le secret des dieux encore. Maintenant, ce qui nous a paru très clairement, c'est que le format papier, le livre, l'objet du livre nous paraissait absolument incontournable et que les deux, je pense d'ailleurs que ça a été théorisé par les éditeurs peut-être, ou je ne sais pas, mais en tout cas, les deux peuvent être envisagés de manière totalement complémentaire et indispensable. C'est-à-dire qu'un format numérique seul, finalement, aura moins de sens. Il y a besoin quand même de pouvoir se reporter à l'objet livre, d'autant plus que, alors, la logique de répertoire que peut engendrer une revue, c'est aussi une vraie question, surtout sur les écritures contemporaines. Je serais assez intéressé de savoir comment vous avez envisagé cette question à Parage, mais l'idée aussi, c'est d'éditer, de publier un bel objet en soi, qu'on a plaisir à conserver, qu'on a plaisir à garder, qui a la valeur d'un livre, et qui puisse, alors en plus avec les graphistes, on a depuis le début, on s'amuse à faire une espèce d'emboîtage de couleurs. Vous verrez si vous alignez les revues, ça fait comme une espèce de promenade comme ça. Il manque le numéro 2 en fait. C'est pour donner une voilà. idée. Mais bon, vous pouvez vous amuser comme ça, de décorer votre appartement, le haut de vos étagères avec cette revue aussi, ça sert à ça. Non, mais plus sérieusement, pour que l'idée qu'il y a quelque chose qui reste néanmoins, qu'on n'est pas dans un flux d'informations, mais qu'on est, puisqu'il s'agit d'auteurs, d'écriture, alors bien loin de nous l'intention de prendre un pari à la postérité sur tous les auteurs et les textes qu'on choisit, si ça se peut, certains sont déjà oubliés ou d'autres vont l'être bientôt, peu importe, mais il nous semble important de prendre en tout cas le pari que si dans 3 ans, on se reporte au premier numéro, on aura l'impression d'avoir quand même le début de quelque chose qui ressemblerait à un répertoire où les œuvres sont faites pour rester, quoi, tout simplement. Donc l'objet livre nous paraît adapté à cette mission. Voilà. Non, c'est les mêmes raisons, c'est-à-dire qu'avec Stanislas, on est encore dans les comportements d'amour du livre, quoi, qui est un objet tangible, qui est un objet matériel, qui est visible, qu'on peut toucher, enfin qu'on touche forcément, qu'on maltraite, qu'on souligne des... Enfin voilà, vous avez une
pareil, on n'arrive pas à passer le numérique, quoi. Je veux dire, il y a l'idée de la bibliothèque, hein, qui est à portée de main, c'est-à-dire ça paraît plus, ça paraît plus charnel, plus physique. Non, un livre c'est vivant, voilà. Et le numérique l'est moins, me semble-t-il. Et puis l'importance aussi de l'iconographie que nous on a accordée au projet de la revue. Un livre photo numérique, ça paraît bizarre, un objet contenant des images aussi. On a plus l'impulsion du livre, de quelque chose qu'on feuillette, qu'on touche, qu'on a rapport physique avec et l'image et le texte. Quoi. Parler de Derrida et Blanchot, là c'est Benjamin, c'est-à-dire ça c'est un objet qui a une aura aussi. On est avec Stanislas, on est à tort ou à raison, et on est encore sous cette emprise, sous cette croyance, et qui débouche quand même sur une pratique, sur un comportement. Voilà, c'est incarné, quoi. Le rapport au livre est incarné. Moi, j'ai un autre problème. Je suis complètement d'accord, hein, je suis sur la même ligne que vous deux, là. Mais j'ai un autre problème, parce que je pense, je ne lis pas de la même manière sur le numérique. Et de même, je pense qu'on devrait écrire d'une autre façon. Et ça, personne ne s'est penché sur cette question-là. Je trouve que c'est une question extrêmement importante. Sauf qu'on n'en parle pas, on écrit. Il y a une mutation anthropologique. Oui, complètement. Je pense qu'on ne peut pas écrire de la même manière pour un support papier que pour le numérique. Et alors, concernant la lecture, c'est pareil. Et c'est vrai, alors, il y a des choses que je ne comprends pas, par exemple sur le numérique, quand je vois des tartines et des tartines, mais c'est pas physiquement, je ne peux pas les lire. Alors que ça ne me gêne pas d'avoir 20 pages dans un livre, dans une revue. Et j'aimerais que des scientifiques m'expliquent un peu et me poussent pour... J'étudie de près ce problème. J'ai une dernière question, puis après on peut peut-être aussi dialoguer. Quelle est la diffusion de vos revues? Parce que justement, quel est l'espace de visibilité de vos revues? Le tirage, par exemple? Alors voilà, tout ça est en train de s'inventer en fait, puisqu'on va changer d'économie pour le numéro 4. On a remercié certains partenaires et puis on va se lancer dans une histoire d'amour avec d'autres. Donc, pour actuellement, la revue est avant tout disponible dans toutes les librairies théâtrales. C'est le réseau de diffusion les éditions théâtrales qui font ce boulot pour nous. Donc, vous pouvez trouver la revue dans toutes les bonnes librairies, la trouver ou la commander. Voilà. Après, il y a aussi l'achat en ligne, puisqu'on va s'associer au Solitaire Intempestif et du coup à la plateforme de théâtrecontemporain.net qui nous permettra aussi de pouvoir développer la vente en ligne. Voilà, mais visiblement, ça a l'air plutôt bien de bien se comporter au niveau des ventes. Les chiffres pour le numéro 3 sont très très encourageants en tout cas. C'est quoi concrètement le chiffre, eh bien, je ne le sais pas, voilà, évidemment. Curieusement, je ne suis pas arrivé avec des chiffres. Non, c'est plusieurs centaines d'exemplaires. Plusieurs centaines. Ouais. D'accord. Est-ce que je vous donne un exemple? Le théâtre public s'est tiré à 1000 exemplaires. C'est très peu, hein. C'est vraiment très peu. Mais ils les écoulent, je crois. Ils écoulent tout, ils écoulent, hein. Ouais. Ils écoulent, ouais. Et alternative? Ah, ça, je ne sais pas. Je crois qu'on a dû écouler 400 ou 500 exemplaires, je ne vais pas dire de bêtises, mais quelque chose comme ça. Et les tirages, par exemple, de Parage? C'est pareil, c'est 1000 exemplaires. On est à 1000 exemplaires. On a commencé à 2000, je crois, si mes souvenirs sont bons, et puis on a enchaîné sur 1000, à partir du deuxième ou du troisième numéro. Et on vend à peu près la même chose. C'est-à-dire que c'est l'écriture contemporaine, hein. C'est-à-dire que c'est pas... Théâtre public, c'est une revue historique, et puis c'est très large en termes thématiques. Tandis que nous, on travaille sur des écritures contemporaines, ou sur du contemporain, et ça, c'est quand même plus compliqué. Puisque déjà dans le théâtre public français, le contemporain en termes de création, de production, c'est déjà un microcosme. Alors, si vous faites un focus sur ce microcosme en termes éditorial, voilà, vous basculez, comme tu dis, la niche dans la niche. Et en même temps, c'est intéressant, parce que justement, il y a quelque chose à insuffler, mais
Mais Ça- pour être honnête, au départ, la revue, on s'est mutualisé complètement entre les comités de lecture. Donc, chacun avait son lot d'exemplaires qu'il avait pour charge de diffuser sur ses propres réseaux. Et puis là, justement, en travaillant avec Théâtral, le réseau de vente en librairie est en train de prendre le pas justement sur cette diffusion très, très artisanale et militante. Donc voilà, quand je vous parle de plusieurs centaines d'exemplaires, c'est le chiffre qui commence à sortir du marché des librairies Et puis, il y a et une de la ch- mise en ligne. pardon. Pardon. Il y a une chose aussi, donc ça c'est une des particularités de Friction, c'est que Friction propose du numéro thématique aussi parfois, ce qui n'est pas le cas de Parage ou de La Récolte. Et c'est vrai que le numéro thématique attire parfois un certain lectorat. Oui. C'est une autre Oui. stratégie. Friction, enfin la revue normale a fait des petits, Oui. c'est-à-dire il y a les carnets dans lesquels on peut s'évader. D'ailleurs, on ne publie pas forcément des textes de théâtre, encore que le dernier, c'est la pièce de Jeanne de Riff, le cas Luciaggi. Et puis il y a des numéros hors série également. Donc voilà. Mais bon, tout ça par rapport à la diffusion et à la vente. Je reviens là-dessus parce que ça me travaille quand même beaucoup. Je trouve qu'il y a une perte de lectorat, les gens ne lisent plus, et même les professionnels ne lisent pas. C'est effarant. Et moi, je vois la courbe d'ailleurs, par rapport, puisqu'on a un certain nombre d'années d'existence, et des gens qui s'abonnaient, qui lisaient, metteurs en scène, auteurs, etc., ne lisent plus, ne s'abonnent plus, ça ne les intéresse plus. Et d'ailleurs, entre auteurs même, je me demande si entre auteurs, on se lit beaucoup. J'ai beaucoup de doutes là-dessus. Et si je prends la liste des abonnés, d'ailleurs, de Friction, je l'ai quand même consulté, je peux compter les abonnés auteurs sur les doigts d'une main. Alors, on me dirait, ils peuvent lire autrement, ça se passe autrement, se passe la revue, on l'achète en librairie, etc., etc. Mais quand même, je trouve que c'est assez, moi, c'est assez préoccupant, je trouve, quand même. Il y a une chute du lectorat et il y a une fonte, comme la fonte des glaces avec le réchauffement climatique, finalement, de l'offre, en fait, en termes de revues art du spectacle. Ah bah oui. Il y a des choses qui poussent un peu comme ça en ligne, mais ça ne remplit pas le paysage qui existait autrefois. Non. Je vous le dis parce qu'à la Théâtrothèque, on conserve plus de 1000 titres sur les arts du spectacle en périodique. Et on voit bien que dans les années 60, c'est-à-dire au moment de la décentralisation, il y a des revues qui poussent dans tous les théâtres, dans toutes les maisons de la culture. Ça prolifère vraiment. Et là, on voit qu'on est en train de passer dans un goulot d'étranglement. Il en reste très peu. Là, pour vous donner un ordre d'idée, à la Théâtrothèque, on a 40 abonnements actifs. Et dans ce lot de 40, il y a des titres qu'on fait venir de l'étranger. Donc finalement, sur le territoire français, il ne reste pas énormément de titres qui couvrent soit l'actualité de la scène, soit l'actualité des écritures, soit l'histoire du théâtre de façon plus globale. Donc l'offre documentaire, elle se réduit effectivement beaucoup. Et le TNS, c'est le seul théâtre à avoir... à prendre le pari d'un projet de revue. Alors, je sais pas, la Comédie Française avait ses cahiers, mais je crois que c'est terminé. Le CDN d'Angers, Frédéric Bélier-Garcia, avait fondé une revue qui s'appelait Divague, mais ça n'a pas duré, je pense qu'il en a fait que quelques numéros. Le TJP à Strasbourg a sa revue aussi sur les arts visuels et marionnettiques, une revue très pointue, extrêmement pointue, mais ils ont basculé dans le numérique. Et à ma connaissance, je crois pas. Hein. Non. Après, il y a du périodique, mais c'est plutôt pas de la feuille de chou, mais il reste des petites choses. Le Théâtre des Champs-Élysées sort un petit périodique, mais qui couvre plutôt, par exemple, sa programmation. En fait. Donc ça existe toujours, ce genre de revue. Mais c'est plutôt des objets d'autopromotion. On tombe sur la question que ça a soulevée, c'est celle de la communication, en fait. Oui, c'est ça. Oui, c'est des objets de communication. Ce sont des objets de com. Oui, pardon. Bien sûr, là, on va... Oui, bien sûr. Je rebondis là vraiment sur cette question des théâtres et je m'interroge sur la mission de service public, j'utilise un grand mot, de la partie de production qui sont les théâtres publics aujourd'hui,
évoqué la période des années 70 Florissante. florissante en termes de publication. Je me demande, sans avoir la réponse, mais peut-être que quelqu'un ici l'a, quelle est la mission, quel est le cahier des charges en termes de mission de service public, en termes éditorial pour les lieux publics, les théâtres publics. Est-ce qu'un CDN a une mission éditoriale comme il a des missions diverses et variées? Non. Et est-ce que ce ne serait pas une piste aussi pour défendre et produire et continuer d'alimenter ce vaste champ de l'éditorialisation du théâtre, en fait? Je réponds pas à la question parce que je suis en train de repenser à une chose. Les revues début de siècle, hein, par exemple, en art du spectacle, elles ont été créées beaucoup par des metteurs en scène aussi. C'est-à-dire qu'il y avait la revue de Craig, il y avait la revue de Batty. Et en fait, il y a eu toute une production éditoriale, enfin voilà, des activités de revuistes par les metteurs en scène eux-mêmes. Et c'est une activité qui s'est perdue en fait au fil du temps. Donc c'est peut-être, enfin, l'abandon des revues publiées par les théâtres vient aussi peut-être finalement, enfin pas de cette démission des metteurs en scène de s'emparer de ces objets, mais il y a peut-être, historiquement, ça suit à peu près la même courbe en fait. Je pense aussi, enfin, pour faire une incise, c'est que Michel pourra en témoigner, puisqu'on a travaillé là-dessus il n'y a pas très longtemps, que effectivement, quand on pense à la revue mobile, par exemple, de la MCA, jusqu'à un passé qui commence à dater maintenant, il y avait vraiment une articulation entre la visée d'éducation populaire d'un côté et le travail sur l'art, et sur l'art théâtral de l'autre, qui était très très original et effectivement, bon, ça c'est la grande pensée malrussienne et post, enfin, etc., des années en effet 70-80, et c'est sûr que il y a pas mal de paramètres croisés qui ont fait se perdre cette visée. Ces paramètres sont d'ordre à la fois politique, évidemment, technique aussi, financier, à coup sûr. Financier, sûrement. Surtout. J'en profite pour dire deux choses, ou pour poser deux questions. Enfin, une question et une remarque. La question, c'est, je rebondis sur une chose qui a été dite antérieurement et sur laquelle on pourrait revenir. C'est vraiment passionnant quand vous dites dialogue avec les auteurs, hein, c'est ce que tu disais Frédéric ou Jean-Pierre, enfin, et je me demandais si on pouvait creuser ça, c'est-à-dire, en plus on a des auteurs dans la salle, enfin, qu'est-ce que votre travail fait à l'écriture des auteurs, enfin, est-ce que vous avez une idée de ce va-et-vient, de sa nature, voilà, enfin, est-ce que ça change la donne d'un côté? Pour vous, oui, pour eux, comment, oui, ou non, enfin voilà, ça c'est un peu une question ouverte sur ce premier point. Le deuxième, c'est que sur la question de la diffusion, moi, enfin, en vous écoutant, enfin, je mesure l'importance de ce qui est en train de se dire, et je me dis qu'on a un sacré boulot à faire et qu'on ne fait pas ou pas assez à l'université, quoi. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Pénélope, enfin, je me dis, enfin bon, voilà, il faudrait qu'on inonde nos étudiants de requêtes. Enfin, c'est formidable qu'il y en ait 40 ou 30 ou 25 qui soient là. Enfin, j'espère que ça va leur faire lire les 3 revues. Donc, Sarah, j'ai été invité chez Pénélope, me dit. Non, mais ok, donc je vais, voilà. Pas encore. Merci Pénélope. Non, mais bravo. Ouais. Et puis je me souviens que tu étais venu à Arras aussi, bien sûr. À l'Artois, il y a quelques années. Non, Frédéric, non? À Arras? Non, c'est moi, Arras. Arras, oui, à Arras. C'est dans le nord. Non, à Arras, je me disais Arras, je ne suis pas allé. Dans le Haras. Non, mais sur ta première question, ça serait plutôt aux auteurs de répondre. Hein. Oui, bien sûr. Moi, en Michel tout cas, a- oui, je veux bien répondre, en tout cas, pour ce qui, par expérience, pour avoir observé ce qui se passait par la proposition de ces publications aux jeunes auteurs et autrices, hein, qui, pour la première fois, voyaient un projecteur, enfin, en tout cas, une équipe éditoriale s'adresser à eux et à elles. Ce qui me paraît important, c'est de leur donner l'occasion de s'exprimer en dehors de ce qu'ils écrivent. Et c'est généralement ce dont ils sont absolument privés, le plus souvent. Ils ont très peu d'espace, ou quasiment pas, pour porter une parole sur leur travail, au-delà de simplement la diffusion de leurs textes. Moi, j'estime que c'est absolument primordial d'amener les auteurs à s'exprimer sur leur travail, parce que
c'est quelque chose qui les aide à conscientiser, à nommer aussi, ce qui est trop souvent à l'état fusionnel et intuitif, et à commencer à structurer aussi leur pensée dramaturgique. Ce qui me paraît important aussi, c'est d'amener les auteurs d'une même génération, peut-être aussi, à s'interviewer, à s'échanger, à se confronter, etc. Donc ça, c'est quelque chose, effectivement, auquel enfin, je pense, un des effets bénéfiques d'ouvrir cet espace éditorial à des tout jeunes auteurs. Ça me semble extrêmement important. Sur le... Oui. Non, si je peux répondre sur la pratique du dialogue au sein de Parage avec les auteurs, là, pour le coup, c'est un dispositif assez singulier qu'on a mis en place avec Stanislas. Comme je le disais, il voulait un auteur au sein de la maison, au sein du TNS, et il voulait un auteur qui puisse, si vous voulez, non pas un auteur associé, on a 4 auteurs associés dans la maison, enfin, on avait 4 auteurs associés dans la maison, c'est quelqu'un qui fasse, un auteur qui fasse le lien avec ce peuple d'auteurs qui existe, et qui est dans les parages, un peuple qui reste un peu dans les parages, dans l'obscurité, et Parage a été conçu comme ça, c'est-à-dire avoir un médiateur et un intermédiaire qui connaissent bien ce peuple, parce que c'est un peuple que je fréquente, qui me passionne, et que je fréquente, et c'est en le fréquentant de façon régulière, mais en même temps imprévisible, que naissent les projets de contribution. C'est au fil du temps, comme ça, moi je crois beaucoup à cette relation vivante entre quelqu'un qui conçoit une revue et qui l'anime, et puis des autrices et des auteurs qui écrivent, qui sont représentés, qui ne sont peut-être pas représentés à tel moment, et le dialogue s'est pratiqué comme ça. Il y a eu un ensemble éditorial au début qui était composé de 6 personnes, mais ça a duré 2 ou 3 numéros, je ne sais plus, et ensuite ça s'est fait dans ce mouvement vivant, quoi, en fait, dans ce mouvement qui ne correspond pas à un comité de rédaction qui est souverain, ça fonctionnait autrement que les cahiers de Prospero, qui étaient, vous aviez un comité de rédaction, c'était piloté par Michel Azamar, et puis vous passiez des longues journées comme ça à la Chartreuse, ça débattait, ça s'engueulait, ça picolait, ça disait tout ça, mais c'était une autre manière de faire. Moi, c'est plus de l'immersion, c'est-à-dire vraiment... je les aime, je les fréquente, on discute, et en même temps, c'était de mieux les connaître et de mieux les amener vers la revue. Mais pour revenir sur cet aspect pédagogique de la sollicitation de la part d'une revue, c'est vrai que, je prends pour exemple Adèle Gascuel, qui est une toute jeune autrice, metteuse en scène, qui a écrit une pièce qui s'appelle Sirène, donc qui va bénéficier d'un cahier dans le numéro 4, là bientôt. Eh bien, lui avoir fait proposition de ce cahier lui a permis d'avoir l'opportunité, disons le prétexte officiel, en tout cas légitime, de contacter des chercheurs, puisqu'elle a écrit Sirène inspirée par les travaux de Donna Haraway, donc ça lui a permis de rencontrer des scientifiques, des penseurs qui travaillent avec Donna Haraway pour les solliciter au niveau d'une interview, etc. Donc ça leur donne un premier espace de légitimité, de visibilité aussi, pour construire du réseau. Et ce qui me semble absolument important, moi qui ai vécu aussi au siècle dernier, première partie de ma vie, disons dans les années 80-90, c'était vraiment le fond du trou, l'isolement total des auteurs et des autrices. Mais aujourd'hui, les jeunes générations et même des plus anciennes trouvent le moyen de trouver les endroits de dialogue, de regroupement, de collectif, etc., ce qui devient un réflexe maintenant plus normal, je dirais, dans le parcours d'une jeune femme ou homme de théâtre que peut être aussi une autrice et un auteur. Et si un projet éditorial de revue peut participer à cette mise en relation et en réseau, ça ne peut être que bénéfique. Oui, Nathalie. Je peux permettre d'intervenir, Pierre, parce que juste pour un peu nuancer ce que tu dis. Oui, j'ai senti que c'était très radical. Oui. Non, pas du tout, c'est pas ça. Je pense que dans ton sens, je dirais que c'est simplement, c'est évident. Alors, je prends dans l'autre sens.
Je pense que j'écris, voilà, pour ceux qui écoutent mes stages, j'écris entre autres. Là où j'ai rebondi un peu, c'est pas, je dirais qu'on a besoin de personnes, enfin moi en tout cas, puis pas que moi, ma pensée est déjà structurée. Par contre, les espaces de réception où les gens qui s'intéressent à notre travail sont effectivement rares. Donc là, je te rejoins et je dirais que ce travail-là, c'est plutôt mettre à jour un écrivain, une écrivaine. C'est quelqu'un qui porte un monde et qui a déjà ses ramifications et qui a l'écriture n'étant que finalement ce qui va peut-être rester de toute une réflexion d'années de travail. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc ça permet de mettre à jour, je dirais, la complexité, toute la partie immergée de nos icebergs personnels, dont tout le monde se fout en règle générale. Et donc merci de faire ça pour nous. Mais voilà, mon petit rebond, petite réaction, c'était juste non, ça va. Enfin, là, je réagis Oui, non, mais ce que non à l'infantilisation, c'est pas parce qu'on est marginalisé ou invisibilisé que la pensée n'est pas structurée, voilà. Je suis d'accord, voilà, c'était pas du tout mon propos. À ça que je réagissais, absolument. Un peu physiquement, et puis pour le reste, c'est vrai. Mais tu es une autrice accomplie, je parlais juste à l'endroit de l'émergence. C'est pas une question d'âge, très sincèrement. Ben après, moi, si je peux aussi ajouter mon grain de sel dans l'échange, là où j'étais plutôt d'accord avec Michel, c'est que sur des auteurs émergents qui émergent aussi beaucoup à la faveur des nouveaux dispositifs d'accompagnement des écritures aujourd'hui, moi, pour faire partie de certains comités, je suis parfois frappée par la difficulté à parler du geste d'écriture chez les jeunes auteurs et autrices. Et donc, on reçoit parfois des dossiers projets sur les projets, donc des textes qui sont à écrire, des textes qui n'ont pas encore été écrits, où voilà, on parle de matériaux ou de recherche, mais pas de l'écriture. C'est normal. Donc, si je peux me permettre, je trouve ça intéressant aussi d'avoir des espaces complètement. On leur dit, comment est-ce qu'on parle de son geste d'écriture? C'est quand même quelque chose qui se travaille au long cours. Absolument, complètement. Mais je pense que c'est très individuel. Et je sais aussi qu'on est dans un pays où la pédagogie est très très importante, parfois prend beaucoup de place. Il y a aussi des auteurs, autrices accomplis qui n'ont pas envie de qui souhaitent être juste par leur œuvre et pour leur œuvre. Et c'est aussi un geste et c'est aussi un positionnement artistique. Donc c'est juste que, en tout cas, là, ça n'engage que moi ce que je dis, mais je voulais nuancer ça. Il y en a pour qui c'est utile, et puis d'autres pour qui ça n'est pas utile, il y en a pour qui c'est nécessaire, d'autres pour qui ce n'est pas nécessaire. Le besoin de pédagogie ne peut pas être partout, tout le temps, et pour tout, voilà, là, j'aurais réagi comme artiste à ça. Et je suis pédagogue à côté, hein, mais je parle de... Voilà. Parfois, au contraire, je peux aussi, non pas contredire, mais enrichir, on aurait aussi besoin de beaucoup plus de regard des universitaires sur nos travaux. On a besoin aussi d'être regardé, écouté, tout simplement. Moi, dès qu'on... je ne suis pas la seule, quand on écrit bien, quand notre travail, le peu de fois où j'ai eu à faire des universitaires qui regardaient mon travail, ça a été extrêmement fort et enrichissant, structurant. C'est par l'autre aussi qu'on se structure. Voilà. Nous d'ailleurs, on est toujours ravis quand on nous sollicite pour venir dans ce type de revue. Hein, donc ça, oui. Voilà. Non, mais en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est le rôle fondamental des revues. c'est tout bête, je dirais. Alors qu'en même temps, non, je dis ça parce que notamment pour les jeunes auteurs, en face, ils vont être sollicités par tout le milieu journalistique, qui va réduire justement leur pensée et ce qu'ils font à peau de chagrin. C'est quelque chose d'ailleurs qui va se passer, je pense, cet été avec Simon Falguer, parce qu'il est quasiment en vedette pour le prochain Festival d'Avignon, alors que ça fait 3-4 ans que on essaie de travailler justement sur sa manière, la matière qu'il a, ce qu'il fait, et donc il a intérêt à être solide, hein, parce qu'il va être bouffé par la machine. Oui. Moi j'ai une question à Frédéric Bosset. La revue Parage est liée au TNS et il s'arrête. Et je voulais savoir s'il s'arrêtait parce qu'elle est liée à un chapitre du TNS qui arrive à son terme et que du coup la page se tourne et que Parage tourne aussi sa page. Ou si c'était plutôt d'un point de vue économique lié à une difficulté de faire vivre la revue en dehors du TNS.
C'est grosso modo, il y a peut-être une articulation entre les deux, c'est-à-dire que, alors au départ, quand Stanislas a pris les rênes du TNS, c'était de faire 10 numéros, et puis après c'était terminé. C'était vraiment une histoire circonstancielle, c'est-à-dire une photographie d'un moment du théâtre en France, pour les auteurs contemporains. Et puis, au fil du temps, on trouvait qu'on était heureux de pratiquer cette revue, donc on s'est dit que si jamais il y avait s'il prenait la direction d'un autre lieu, on pourrait éventuellement continuer l'aventure. Et puis finalement, non, je pense qu'il va basculer en compagnie indépendante. Et il est vrai que hors sol, voilà, c'est-à-dire que vous avez trouvé des dispositifs qui sont, en tout cas le tien, c'est une revue historique, c'est devenu une revue historique, mais financièrement et matériellement, c'est vrai que c'est quelque chose qui a un coût, et pour l'instant, on a envie de continuer l'aventure. En fait, on a envie de continuer l'aventure, mais on ne sait pas comment on va la continuer. Donc là, il y a 12 numéros qui sont estampillés TNS, et je ne peux pas vous dire à quel moment, même si on en a vraiment envie, je ne peux pas vous dire à quel moment on va relancer le projet. Mais on en a vraiment envie. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la réponse de Normand. C'est plus simple. C'est-à-dire que Nordé est quand même une personnalité assez particulière. Quand il dirige un théâtre, il y a des équipes. Il y a une durabilité qui est propre à l'institution, il y a quelque chose qui fonctionne quotidiennement. Une fois qu'il est parti dans la nature, alors il peut avoir une grosse subvention, et ça pourrait être avec une subvention, puis après trouver un montage financier, mais la chose est plus difficile à maîtriser. Je pense qu'un Nordais dans la nature est plus difficile à maîtriser qu'un Nordais sédentaire dans une maison. Mais on en a vraiment envie. Moi, je veux dire que cette revue-là, je ne suis pas allé au bout, moi, de cette expérience éditoriale. Voilà, je ne suis pas allé au bout de ce que je voulais faire. Il reste encore plein de choses à expérimenter, à explorer. Pour les accueillir. Jean-Pierre propose d'accueillir Parage dans Friction. Tu as commencé à le faire un peu, d'ailleurs. Oui, un peu. Oui. Avec une contribution. Ouais. Alors sur cette fin ouverte, nous allons clôturer cette table ronde. Je vous remercie, messieurs, tous les trois, chaleureusement. Merci. C'est pareil. Merci à vous.